Salut à tous, c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée pour vous parler de Néandertal et de la disparition de Néandertal et pour vous montrer avec une étude qui vient de sortir le 5 novembre sur Scientific Reports, une étude qui vient confirmer complètement et 100% tout ce que je vous explique depuis 15 ans. Et c'est marrant parce que cette étude scientifique qui vient d'être sortie et qui vient de sortir actuellement dans Scientific Report sort juste après une de mes vidéos que j'ai fait il y a à peu près un mois sur Néandertal, qui explique les causes de la disparition très progressive par absorption de Néandertal. Alors, ma vidéo, même si elle ne comporte pas de calculs très intéressants d'ailleurs que les laboratoires ont fait, que ces scientifiques ont fait sur la vitesse d'absorption sur 10 à 30 000 ans des Néandertals dans des migrations de sapiens qui viennent en permanence. Il n'y a pas une grande migration, il y a eu toujours des montées de groupes humains. Elle vient confirmé par un calcul qui est sympa mais qui n'explique pas tout ce que je vous ai déjà expliqué avec précision dans la vidéo que j'ai fait le mois dernier et dans toutes les explications que je vous donne depuis plus de 15 ans sur mes réseaux sociaux et d'ailleurs dans mon livre L'éveil des consciences où tout ça est expliqué avec une grande précision puisque je ne me contente pas de faire des calculs, j'explique les causes des effets et j'explique pourquoi Néandertal a disparu, pourquoi il avait une vitesse de croissance démographique inférieure aux sapiens qui remontaient en permanence, et pourquoi les du Sud, donc d'Afrique, par petits groupes, et pourquoi les sapiens avaient une vitesse de croissance démographique plus élevée que les néandertaliens. Alors j'explique même pourquoi on voit un vide génétique dans le génome des sapiens modernes au niveau des traces de Néandertal. Alors tous les Eurasiens, parce que les Africains, eux, il y a eu quelques redescentes après de métis, mais globalement, ils n'ont pas de métissage avec Néandertal, puisque ce sont des pré-sapiens qui sont montés en Europe pour former Néandertal, et après les sapiens, qui ont évolué en sapiens, et qui sont remontés après pour se mélanger avec leurs cousins qui venaient, qui avaient des cousins africains aussi, mais plus anciens. Donc je vais vous lire un peu ce texte et vous pourrez aller voir ma vidéo qui complète parfaitement cette étude scientifique. Alors je n'ai pas abordé les calculs parce qu'ils sont un peu complexes, ils ont le mérite d'exister et de faire prendre conscience aux universitaires qui aiment les calculs, qui souvent ne servent à rien d'ailleurs, mais bon, ils aiment les calculs, ça justifie leur position, et puis voilà, c'est intéressant. Mais allez voir ma vidéo, tout est expliqué en détail, tout ce qui est vitesse de démographie, calories, énergie que l'on va trouver au niveau énergie photonique. Il y a des photons qui arrivent et qui créent avec l'humidité une vie luxuriante, avec beaucoup de végétaux, possibilité de manger, de monter en croissance, mais aussi une compensation des pertes des individus par la prédation et par les pathogènes, par une forte natalité. Alors c'est très intéressant, allez voir ma vidéo, tout est expliqué en détail, mais je vais vous lire ce petit article qui est intéressant, que je vous ai traduit grâce à ChatGPT sur la disparition des Néandertaliens et qui vient affirmer 100% ce que je vous explique depuis des années. Donc ce sont mes grandes découvertes, on s'est foutu de ma gueule longtemps, maintenant on peut plus se foutre de ma gueule, puis maintenant comme je vais montrer que j'étais au MIT, j'étais partout, j'étais universitaire, recommandé, un livre d'état partout. Alors effectivement, en biomécanique, pas en paléontologie, mais c'est la même chose puisque j'étudie la paléontologie humaine et la biomécanique des primates, pour comprendre la biomécanique humaine appliquée au sport, et pas que, appliquée en général. Donc ça me permet de comprendre aussi l'évolution humaine, puisque c'est ma base de compréhension pour faire des livres de sport qui rapportent de l'argent. Alors, je vais vous lire ce petit article qui est intéressant. La disparition des Néandertaliens. La disparition des Néandertaliens, alors c'est un article que je vous rappelle qui est dans Scientific Report,
hein. Et alors, l'entrée, c'est « Nous présentons ici un modèle mathématique démontrant que de petites migrations répétées d'Homo sapiens au sein de populations néandertaliennes, entraînant un brassage génétique récurrent, auraient pu conduire à une substitution génétique presque complète en 10 000 à 30 000 ans. » Ça vous rappelle exactement ce que je vous explique, hein, vous qui me suivez depuis des années. C'est dans l'éveil des consciences. Hein. Notre modèle fondé sur la dérive neutre des espèces ne nécessite ni d'avantages sélectifs, ni événements catastrophiques, mais montre qu'un flux génétique soutenu provenant d'une espèce démographique plus nombreuse pourrait expliquer l'absorption génétique des Néandertaliens par les humains modernes dans un laps de temps conforme aux données archéologiques, c'est-à-dire entre 10 000 et 30 000 ans. C'est beaucoup de temps, hein, pour voir la disparition. Ils ne sont pas disparus d'un coup. Hein. Imaginez bien que c'était toute petite population qui était métissée en permanence. Mais je vais vous expliquer un peu plus dans cette vidéo. On va en profiter pour essayer d'aller un peu plus profondément dans la compréhension de la disparition des Néandertaliens. Hein, alors tout ça, ce n'est pas le premier article qui parle d'absorption des Néandertaliens. Hein. C'est une théorie qui maintenant devient plutôt le consensus général. Hein. Mais ça a été souvent proposé, mais on va dire que je suis le premier à l'avoir proposé d'une façon très sourcée, hein, pas au niveau mathématique, mais sourcée au niveau énergétique, croissance, pathogène et autres. Hein. J'ai mis en relation énormément de domaines pour vous expliquer, hein, la façon dont les Néandertaliens ont disparu, et c'est complètement confirmé maintenant, donc je peux dire que je suis le premier à l'avoir expliqué, j'en suis assez fier. Mais je ne suis pas un universitaire, c'est pas grave, hein, je ne suis pas un universitaire diplômé, mais je suis très connu, hein, et je suis référence universitaire dans le monde entier. Hein, je le rappelle encore, hein, j'aime bien rigoler, je suis livre d'État dans les universités chinoises, hein, donc c'est pas mal, c'est pas un petit pays, et je suis recommandé dans les meilleures universités du monde, hein, et des États-Unis, hein, obligatoire à l'université d'État d'Arizona. J'aime bien le citer maintenant parce que j'ai été attaqué par des abrutis, hein, et c'est pas du mythe, hein, ce que je vous raconte. Je suis recommandé à Berkeley, hein, et au MIT, hein, le MIT du Massachusetts Institut technologique, je crois que c'est ça, hein, qui est une des plus grandes universités, donc c'est pas du rigolo. Alors évidemment pas en mathématiques, c'est pas mon truc, mais en bioméca. Mais c'est pas grave, hein, c'est aussi quelque part des maths, hein, mais j'ai pas besoin de m'amuser à connaître les calculs. Je visualise très bien, et c'est de la mécanique, de la biomécanique de base, mais que les gens ne connaissent pas malheureusement. Alors je vais vous lire l'article qui est très intéressant. La disparition des Néandertaliens. La disparition des Néandertaliens reste un sujet de débat intense. Les différentes hypothèses concurrentes attribuant leur extinction à un déclin démographique, à des changements environnementaux, à la compétition avec Homo sapiens ou à une assimilation génétique. En réalité, il y a un peu de tout ça, hein, mais on va dire que c'est surtout une assimilation génétique. Nous présentons ici un modèle mathématique démontrant que de petites vagues d'émigration d'Homo sapiens dans des populations néandertaliennes, entraînant un mélange génétique récurrent, auraient pu conduire à une substitution génétique quasi complète en 10 000 à 30 000 ans. Notre modèle, fondé sur une dérive neutre des espèces, ne suppose ni avantage sélectif, ni événement catastrophique. Il montre qu'un flux génétique soutenu en provenance d'une espèce démographique plus nombreuse pourrait expliquer l'absorption génétique des Néandertaliens par les humains modernes dans une échelle de temps compatible avec les données archéologiques, c'est-à-dire entre 10 000 et 30 000 ans. Moins 10 000 et moins 30 000, voilà. Ce scénario concorde avec les preuves croissantes d'hybridation et d'introgression génétique par vague d'immigration récurrente d'Homo sapiens, offrant une explication parcimonieuse au schéma observé d'ascendance néandertalienne dans les populations eurasiatiques actuelles. Bien que les autres facteurs aient pu contribuer au déclin néandertalien, nos résultats mettent en lumière l'admixture génétique comme un mécanisme clé possible de leur disparition. Alors, c'est Svante Pääbo, hein, le premier, hein, à avoir expliqué qu'il y avait eu du métissage, il n'y avait pas une disparition des Néandertaliens, et qu'on s'était métissé, les sapiens s'étaient métissés avec Néandertal, et que l'humanité eurasienne, hein, possédait en elle des gènes néandertaliens qui étaient des adaptations, hein, au climat eurasien de l'époque. Donc il y a une survivance, hein, des Néandertaliens dans les Eurasiens modernes,
en tout cas par leur patrimoine génétique. Donc, on est tous un peu, quelque part, néandertaliens, nous les Européens. Alors ça, c'est Svante Pääbo, n'oubliez pas que Svante Pääbo, 4 ans avant qu'il soit prix Nobel, et j'avais dit qu'il allait être prix Nobel parce qu'il confirmait ce que j'avais dit, on se foutait de ma gueule, mais j'ai dit, Svante Pääbo confirme ce que dit Delavier. Et Svante Pääbo, j'ai dit, il mérite le prix Nobel, parce que je mérite le prix Nobel en vérité, c'est pour ça, donc j'avais dit, Svante Pääbo mérite le prix Nobel et va avoir le prix Nobel. Et il a eu 4 ans après, donc je peux dire que je suis Madame Irma de la paléontologie humaine, puisque je prévois un prix Nobel de médecine par un paléontologue, c'est la première fois qu'il y a ça, 4 ans avant, j'ai fait la vidéo, rigolez pas, mais c'est vrai, parce que c'est une des plus grosses découvertes scientifiques, en tout cas en paléontologie humaine et en compréhension des processus de métissage et d'émigration. Introduction. Les processus qui ont conduit les humains modernes à remplacer les autres hominines, tant sur le plan culturel que génétique, font l'objet d'un débat intense, en particulier concernant la disparition des Néandertaliens, Homo neanderthalensis, apparus en Eurasie il y a environ 400 000 ans, et qui ont dominé l'Europe et l'Asie occidentale jusqu'à l'arrivée d'Homo sapiens. D'après les données génétiques et archéologiques, les humains modernes auraient migré d'Afrique vers le Levant, peut-être dès 200 000 ans avant notre ère, puis se seraient répandus dans toute l'Eurasie à la fin du Paléolithique moyen, vers 45 000 ans avant notre ère. Là, ils auraient rencontré les Néandertaliens à travers plusieurs vagues d'émigration sur plusieurs millénaires. L'expansion Homo sapiens aurait pu être liée à la disparition des Néandertaliens, probablement survenue entre 41 000 ans et 39 000 ans avant notre ère. Cependant, les causes de cette extinction demeurent incertaines. 4 grands groupes d'hypothèses non exclusives ont été proposées. Hypothèse démographique, hypothèse environnementale, des hypothèses de compétition, des hypothèses d'admixture, métissage génétique. Les hypothèses démographiques suggèrent que l'extinction des Néandertaliens peut s'expliquer uniquement par des effets démographiques. Par exemple, Vassen a montré que la petite taille et l'isolement des populations néandertaliennes auraient entraîné de la consanguinité, une baisse de taux de croissance, des difficultés à trouver des partenaires, effet aller, des fluctuations aléatoires, un taux de natalité, mortalité, sécratio. Ces facteurs auraient conduit à un déclin sous le seuil de viabilité démographique, même sans influence des humains modernes. C'est faux en général parce que la pression sélective dans des milieux difficiles élimine directement les individus tarés. Donc, il faut savoir que la consanguinité dans des milieux difficiles, elle n'est pas grave, puisque les faibles sont éliminés. On reste avec des populations humaines qui baisent en famille, si vous voulez, mais sans tare génétique marquée, parce que la tare génétique fait éliminer le groupe direct. Donc, ils sont nickel, ils sont bien. Ces facteurs auraient conduit au déclin au seuil de viabilité démographique, même sans influence d'humains modernes. Deo-Gianni, quant à eux, suggèrent que la baisse de fertilité féminine aurait pu causer l'extinction. Enfin, Colony et Feldman ont proposé un modèle dans lequel la disparition des Néandertaliens résulterait d'une substitution progressive de la population due à des vagues récurrentes d'expansion d'Homo sapiens. Alors, eux ont raison, d'Europe, épuisant finalement les ressources des communautés néandertaliennes. Faut pas être trop débile. Alors, vous allez voir, c'est en général les Néandertaliens ont été absorbés principalement par leurs femelles, par leurs femmes, pour la bonne raison que les sapiens montant de plus en plus, et les groupes néandertaliens étant peu nombreux, donc adaptés à des milieux peu riches à l'époque, puisqu'après, je vais vous expliquer, il y a eu des mélanges technologiques et génétiques qui ont boosté les deux populations, mais l'une était programmée pour se reproduire lentement, pour s'habituer à un milieu pauvre, et l'autre à un milieu riche, mais échangeant leur technologie et leurs gènes, ils se sont retrouvés boostés technologiquement, donc s'adaptant facilement, pouvant faire plus d'enfants, mais il y avait quand même une possibilité des sapiens de se reproduire beaucoup plus vite et d'avoir une reproduction plus vite qui a été valable dans ce contexte où ils avaient en même temps les technologies néandertaliennes et les gènes néandertaliens venant en flux par les femmes qui permettaient de s'adapter au climat rigoureux européen. C'est de l'économie de base, si vous voulez. L'évolution, comme je dis tout le temps, ça marche comme une épicerie tunisienne ou un magasin de jeans séfarades du sentier. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui va vous dépasser. C'est absolument basique. Alors, toutes ces hypothèses n'impliquent ni rôle de l'environnement, ni interaction interspécifique. Sont donc parfois qualifiés de neutres ou nuls, bien qu'il soit possible de séparer complètement les effets démographiques de ceux de l'environnement ou des interactions sociales. On ne peut pas les enlever l'une des autres, c'est un ensemble.
Les hypothèses environnementales postulent que la métapopulation néandertalienne n'aurait pas survécu aux grandes fluctuations climatiques européennes, aux changements de végétation et des événements climatiques catastrophiques. Oui, bien sûr, ils ont tenu 400 000 ans. T'imagines qu'ils vont disparaître maintenant? Mais non, c'est du délire. Tu vois. Ou encore de nouvelles maladies introduites par Homo sapiens. C'est ce qui est ridicule aussi, puisque en général, ce sont des maladies du sud qui viennent du nord. Ça va trop lentement pour que les types le chopent. C'est plutôt les maladies néandertaliennes qui étaient un peu gênantes pour les mecs du sud, mais surtout des maladies pulmonaires, respiratoires, des virus, style Covid, les rhumes, toutes les merdes possibles. Je vous ai fait des vidéos pour vous expliquer pourquoi il y a ces maladies en Eurasie dans les pays froids, qui sont principalement les respiratoires, et que dans les pays chauds, je vous ai déjà expliqué dans des vidéos, vous irez voir, pourquoi on a plus de maladies qui vont être des maladies qui vont passer par la peau qui va être endommagée, par les piqûres des insectes, ou bien par ce qu'on avale et ce qu'on bouffe et qui va vous infecter. Voilà, donc du système digestif. Les hypothèses de compétition se concentrent sur la rivalité entre néandertaliens et humains modernes pour l'espace et les ressources, suggérant que Homo sapiens aurait bénéficié d'avantages liés à une meilleure stratégie de chasse, un régime alimentaire plus varié, une capacité cognitive et sociale supérieure. Bon, c'est un peu débile. Enfin, des hypothèses d'admixture proposent que Néandertal et Sapiens se soient croisés en produisant une descendance fertile, entraînant à terme l'absorption génétique des Néandertaliens dans des populations humaines modernes. Et c'est là que on arrive à la réalité. Il faut savoir que les hypothèses de conflit entre Sapiens et Néandertal sont des premières hypothèses qui avaient été liées dans L'homme il est méchant, parce qu'on avait été un peu choqué par la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des tentatives d'extermination de peuples entiers par d'autres peuples, d'une façon très industrielle. Donc ça a choqué pendant très longtemps les gens, puis c'est la première fois que c'était à niveau industriel, mais les hommes ont toujours fait ça. Mais on n'a jamais réussi réellement. Il reste encore des Indiens en Amérique, ils ont les casinos, les Amérindiens, ils boivent de l'alcool, supportent mal, mais il y en a encore pas mal, on ne disparaît jamais totalement, c'est complètement délirant. Le génome humain moderne révèle des multiples traces d'introgression génétique avec d'autres hominines, attestant d'influx génétiques importants entre néandertaliens humains modernes et humains modernes. Donc, on arrive dans ce que je vous ai expliqué dès le début, et ce qui a été confirmé par Svante Pääbo la première fois, donc j'étais content. Les humains actuels conservent encore une part non négligeable d'ADN néandertalien. Une grande expansion d'Homo sapiens en Eurasie survenue il y a 60 à 70 000 ans est à l'origine de toutes les populations non africaines actuelles. Bien que les présences plus anciennes d'Homo sapiens en Eurasie, notamment au Levant, il y a plus de 100 000 ans, aient probablement concerné des lignées aujourd'hui éteintes. Des études génomiques récentes montrent que les premières populations ont aussi probablement échangé du matériel génétique avec Néandertal. Donc on a des Néandertaliens qui étaient déjà un peu mixés. C'est sympa à voir, bon, ça se passe toujours comme ça, maintenant aussi. Cependant, il n'existe pas jusqu'ici de démonstration théorique prouvant que l'admixture seule pouvait expliquer la disparition des Néandertaliens. C'est pour ça que j'aime bien cette étude, parce qu'elle vient mathématiquement confirmer ce que je vous ai expliqué, moi, avec plein de domaines qui rentrent en compte, ce qu'eux ne font pas. Mais on est complémentaires. Des analyses génétiques récentes comparant les génomes humains actuels à ceux de Néandertaliens montrent un flux génétique entre Homo sapiens et Néandertaliens dès 200 à 250 000 ans avant notre ère, soutenant l'idée d'immigration récurrente d'Homo sapiens dans les populations néandertaliennes. Ces épisodes d'hybridation, même issus de lignées humaines aujourd'hui disparues, auraient pu initier un long processus d'échange génétique, amplifié plus tard lors de la grande expansion hors d'Afrique. Et c'est ce que je vous explique depuis le début, et je suis très content d'être confirmé et que mes thèses soient toujours, mes hypothèses, qui ne sont pas des hypothèses en vérité, puisque j'applique des grilles énergétiques, d'échange énergétique, de vitesse de croissance, qui sont extrêmement basiques, mais qui sont toujours justes. C'est ce qui n'est pas viable, ce qui consomme trop ne vit pas, ce qui ne consomme pas assez meurt. On est toujours dans de l'épicier tunisien ou du vendeur de jeans séfarade. Inspiré par ces résultats récents, nous présentons un modèle analytique simple qui décrit les dynamiques génétiques possibles à l'origine du remplacement des Néandertaliens par les humains modernes à travers des cycles successifs d'immigration d'Homo sapiens dans les communautés néandertaliennes, entraînant une dilution génétique progressive. C'est ce que je vous explique.
Ces cycles d'émigration correspondent à des flux démographiques récurrents depuis un réservoir humain pratiquement infini, selon les modèles classiques, continent-île, et s'accordent avec les migrations humaines hors d'Afrique sur plusieurs millénaires. Ah oui, l'Afrique c'est très riche au niveau calories, au niveau nourriture et au niveau pathogène. Donc on est obligé de se reproduire un maximum et on a de quoi le faire, on a de quoi nourrir les petits, c'est très riche, mais en même temps, il faut compenser la mortalité par pathogène puisque tout le monde bouffe et on se bouffe tous les uns les autres dans ce climat. En Europe, c'est plus froid, les pathogènes, il y en a quand même moins, et on meurt en général parce qu'on n'a pas assez à bouffer, c'est surtout ça. Bien que les estimations de la taille totale des populations d'Homo sapiens en Eurasie au Pléistocène supérieur varient, tout indique qu'elles étaient bien plus importantes que celles des Néandertaliens. Alors que les populations néandertaliennes totales auraient compté quelques milliers d'individus, celles des humains modernes auraient pu être de 1 à 2 dans l'ordre de grandeur plus élevé, ce qui justifie l'hypothèse de notre modèle. Des immigrations récurrentes depuis une vaste population humaine auraient suffi à provoquer une dilution génétique néandertalienne. Et là, je vais vous expliquer encore pourquoi, puisque les Néandertaliens sont programmés, puisque ces adaptations, pour avoir une espèce de régulation des naissances en étant beaucoup moins féconds que les sapiens, pas parce qu'ils sont cons, mais parce que, et qu'ils ne veulent pas baiser, mais parce que la nature, le milieu, les a programmés pour ne pas monter en surpopulation dans un milieu peu riche. Donc ils ont une reproduction plus lente avec une croissance démographique moins importante et évidemment une sexualité moins importante aussi. Ça se joue à deux ou trois petits, c'est pas des choses énormes, mais sur les années ça compte, et ça joue aussi sur la période où les femmes et les garçons vont être fertiles, puisque la durée de vie des individus est assez réduite à cette époque, bien que certains atteignent des âges canoniques. La mortalité est très importante dans ces périodes reculées, particulièrement chez les mamans qui vont perdre des petits, puisqu'il y a une sélection qui se fait sur celles qui n'ont pas le bassin assez large pour faire passer les petits à gros cerveau. Je vais vous expliquer, c'est aussi une petite découverte que j'ai faite. Mais aussi chez les jeunes garçons qui ont des attitudes un peu nerveuses, un peu agressives pour la chasse, pour défendre un territoire, pour surtout exploiter un territoire de chasse. On est des chasseurs à l'époque, donc qui ont une mortalité plus élevée à l'adolescence que les petites filles, et une mortalité infantile très élevée qui élimine les individus faibles, qui élimine les garçons après qui sont trop agressifs et pas assez intelligents pour gérer leur agressivité pour être de bons chasseurs, et qui éliminent les mamans, les femmes pas assez bien conformées pour laisser passer des petits à gros cerveaux. Quand on a passé ça, en général, on vit longtemps et on atteint des âges canoniques. Mais l'âge moyen est très bas, alors que certains atteignent des âges avancés. En général, il y a une telle mortalité que ça fait réduire l'âge moyen des individus, mais c'est que des statistiques. Alors, notre modèle évite d'invoquer... Alors oui, je voulais aussi expliquer, oui. Alors, c'est pour ça que les Néandertaliens aussi se reproduisent moins, parce qu'ils vont avoir des problèmes. Alors, on va revenir à ça. Notre modèle évite d'invoquer des événements catastrophiques comme des changements climatiques extrêmes ou des épidémies, et se concentre sur l'effet cumulatif des petites immigrations humaines répétées dans le temps, conduisant finalement à la disparition d'identités génétiques néandertaliennes. Alors, ils ont très bien fait de ne pas rentrer en compte les épidémies, puisque les populations sont très peu nombreuses à cette époque, même s'il y a un doublement de la population, tout ce que vous voulez, au paléolithique, même supérieur, mais là, c'est pas du supérieur, c'est de l'inférieur. Donc, les populations sont tellement éloignées que la possibilité d'avoir une épidémie par zoonose ou autre, vous connaissez zoonose, on vous en a parlé avec le Covid, passe d'un groupe humain à l'autre est très faible, puisque les rencontres sont très sporadiques, et en général se font souvent à la bonne saison, quand les mecs se déplacent, quand les gens sont en bonne santé. Donc, il y a peu de passage dans ces groupes de pathogènes, en général, et les pathogènes venant du sud, ils ne s'adaptent pas tant que ça. Ce n'est pas les voyages actuels où un Chinois arrive en France ou un Français va aller, je ne sais pas moi, en Chine ou en Thaïlande d'un coup d'avion. Non, ça met des années pour se déplacer et tu as le temps de te débarrasser de pathogènes qui ne sont pas adaptés à ces milieux. Donc, c'est très intéressant de comprendre qu'ils ont raison de le faire ça, puisque ça ne se transmet pas à cette vitesse. Il n'y a pas de flux
de pathogènes comme ça, hein, comme des épidémies, comme pourrait y avoir après quand il y a eu une explosion démographique et que tout le monde voyageait et se mélangeait. Alors, par le commerce et par les migrations rapides. Alors, on va reconnaître le cadre. Alors, répéter conduisent finalement à la. Alors, on va revenir il se concentre sur l'effet cumulatif de petites immigrations humaines répétées dans le temps, conduisant finalement à la disparition de l'identité génétique néandertalienne. Le cadre mathématique obtenu, fondé sur des solutions analytiques et dynamiques démographiques moyennes et sur l'évolution temporelle et de la distribution génotypique correspondant. Diffèrent des modèles continent-île classiques qui décrivent des changements discrets de fréquence allélique dans une population unique soumise à des flux migratoires. Notre approche, au contraire, considère un ensemble de sous-populations néandertaliennes, une métapopulation, ce qui correspond à la structure démographique supposée des Néandertaliens organisés en petits groupes à faible densité, ce que je vous explique toujours. Tout en reconnaissant les preuves d'hybridation entre néandertaliens et humains modernes, le modèle présenté ici vise à démontrer que les petites immigrations génétiques répétées peuvent, à elles seules, expliquer la proportion actuelle d'ascendance néandertalienne chez les humains modernes. Pour simplifier, le modèle repose sur l'hypothèse dérive neutre des espèces, c'est-à-dire qu'aucune espèce ne possède d'avantage sélectif inhérent. Alors, il y a quand même un avantage sélectif inhérent, qui est principalement la vitesse de démographie des sapiens sur les néandertaliens, qui va être aidé par le flux de gènes néandertaliens permettant de s'adapter aux pathogènes locaux et au climat rigoureux, donc de la graisse, même la façon de penser, de préparer l'hiver, et la résistance aux pathogènes locaux, mais le sapiens, lui, se reproduit plus vite et programmé pour avoir une sexualité plus intense. Et d'ailleurs, c'est complètement confirmé dans le vide génétique que l'on va trouver. Les Néandertaliens n'ont pas laissé de traces génétiques dans tout ce qui correspond à la sexualité humaine, donc à tout ce qui correspond, tous les gènes qui rentrent dans toute la sphère sexuelle, donc, ce qui facilite la reproduction. Et bien, c'est un peu logique. Alors, tous, mais pas tous, je vais vous expliquer. Là, il y en a un qui a été laissé par Néandertalien. C'est particulièrement la taille du bassin des femmes plus importante, puisque Néandertalien a de la graisse pour passer l'hiver dans le bide, et les petits sont globalement plus gros, puisqu'ils sont plus gras, quand ils naissent, pour pouvoir survivre à l'hiver. Alors, il n'y a que ça. Donc ça, c'est un caractère secondaire, un caractère sexuel secondaire chez les femmes, mais qui passe aussi chez les hommes, puisque les Néandertaliens ont un bassin plus large. Je vais faire des textes dessus, j'ai déjà fait des textes dessus d'ailleurs, c'est dans l'éveil des consciences aussi. Donc ce bassin plus large est un avantage qui passe de Néandertal, qui est sexuel quand même, pour faire passer les petits à grosse tête et plus gras, chez les sapiens, qui permet justement d'avoir la possibilité de faire passer plus facilement des petits qui vont être plus gras par les gènes sapiens, qui permettent d'accumuler du gras sur la peau ou ailleurs, puisque c'est surtout dans le métabolisme des lipides qu'on a aussi chopé, nous les sapiens, des Néandertaliens qui gardaient, si tu veux, des réserves énergétiques. Il n'y avait pas de frigo à l'époque, on pouvait l'hiver laisser des bestioles dehors gelées, mais en général, on mettait du gras sur soi pour passer les hivers glaciaires et survivre avec nos propres réserves énergétiques. Donc ça est passé à Sapiens, mais ça élargit aussi le bassin des femmes, et c'est très intéressant de comprendre ça. Vous le verrez écrit nulle part, mais c'est de la logique de base. C'est de la logique d'épicier tunisien ou de vendeur de jeans séfarade. Voilà, je le redis encore, c'est très simple. Les modèles mathématiques, l'équation démographique, ses solutions et conditions stationnaires, le modèle propose entièrement sur un ensemble de définitions et d'approximations de base. Nous considérons un grand idéalement infini, ensemble de communautés chasseurs-cueilleurs équivalent et indépendantes, tribus de référence, chacun ayant une population initiale identique et pouvant échanger les individus avec leur environnement, ce qui définit notre ensemble statistique. Nous définissons la démographie attendue de la tribu comme la dynamique moyenne obtenue en moyennant les dynamiques des tribus de référence dans cet ensemble. Nous supposons une stricte égalité entre les sexes dans cette démographie moyenne. Nous considérons que la population de chaque tribu se compose de deux sous-populations, une sous-population non reproductive, enfants, personnes âgées, adultes stériles, et une sous-population reproductive. Ainsi, en notant N, la taille moyenne de la sous-population reproductive
par tribu, la différence soit n2. Bon, et supposant le modèle type, loi d'action masse pour la démographie moyenne correspondant, nous obtenons une équation différentielle ordinaire suivante. Et là, je vous laisse aller voir l'article, hein, l'article qui est paru, alors je ne me souviens même plus, je vous l'ai expliqué, sur Scientific Report, hein, je mettrai quand même le lien dans la vidéo et vous aurez tous les calculs qui viennent confirmer. Alors, évidemment, je vais un peu moduler et modifier un peu ce qu'il dit. Donc, je vous explique que la vitesse de reproduction des sapiens était plus rapide, mais l'apport génétique des néandertaliens a favorisé l'adaptation des sapiens très rapidement au milieu rude d'Eurasie, et l'apport technologique des sapiens a été donné aux néandertaliens qui, eux aussi, hein, ont eu une explosion démographique, mais en ayant beaucoup moins d'enfants proportionnellement aux sapiens, qui ont aussi été boostés démographiquement par cet apport génétique néandertalien, les adaptant au nord, mais qui n'ont pas pu être boostés par la vitesse de croissance des néandertaliens, puisque c'était une toute petite population, hein. Donc, si vous calculez bien, c'est très simple à comprendre que le nombre des sapiens arrivants étant plus important, ce sont toujours les femmes qui passent d'une population à une autre, hein. Donc ce sont les femmes néandertaliennes qui vont aller chez les sapiens, c'est toujours comme ça, puisque le mâle surveille le territoire de chasse, hein, et on échange de la femme en général, puisque la femme, elle n'est pas utile pour apporter de la bouffe aux enfants, juste pour faire elle est juste bonne à s'occuper des petits, à faire des enfants. Donc c'est déjà l'essentiel, hein, c'est la base, c'est se reproduire, hein. Et l'homme a le territoire de chasse. Donc c'est toujours les femmes qui passent dans une population, donc néandertalien à sapiens, et sapiens à néandertalien. Mais comme les groupes de néandertaliens sont inférieurs en nombre, tu as beaucoup moins de femmes sapiens qui vont passer des sapiens aux néandertaliens, hein, et tu vas avoir beaucoup plus de femmes néandertaliennes qui proportionnellement vont pouvoir aller se mettre avec un sapiens qui est seul et qui est célibataire. Donc il y a toujours un flux de femelles plus importante qui va arriver, parce que la demande est plus forte chez les sapiens, hein. C'est une base, hein, c'est à comprendre. Donc l'absorption, elle se fait par les femmes, hein, des gènes, toujours dans les populations. C'est en général ça, c'est les femmes qui bougent. Donc, il y a un passage qui se fait comme ça, et progressivement, les populations sapiens explosent avec des gènes néandertaliens à l'intérieur qui les habituent au climat, plus les technologies néandertaliennes qui leur facilitent la survie, et les populations néandertaliennes, elles, étaient déjà plus petites, et proportionnellement, elles vont augmenter en taille, mais elles vont finir par être complètement absorbées par des sapiens qui, eux, se reproduisent beaucoup plus vite de base, hein. Donc, ça finit par disparaître. C'est tout le temps. C'est facile à comprendre, hein. Donc, les gens ont inventé, choqués par la Seconde Guerre mondiale ou par les épidémies, des histoires d'épidémies, de mauvaises adaptations. Le mec, il est 400 000 ans, hein, sur un territoire, il va partir du jour au lendemain quand les sapiens arrivent. Non, puisque on a prouvé qu'on était, nous, des néandertaliens, il y a juste eu une absorption. Donc c'est très intéressant de le comprendre. Je voulais faire cette vidéo pour vous montrer que, allez voir ma vidéo, hein. J'ai fait une petite vidéo qui est assez sympa, qui s'appelle, je mettrai la référence, métissage et absorption, ouvrir, je ne mets pas, alors, qui s'appelle métissage et absorption et remplacement des populations humaines. Alors, je ne parle pas de Néandertal, je parle aussi de ce qui se passe aussi, c'est le même processus actuellement avec l'émigration africaine en Europe, mais il ne va pas y avoir disparition des Européens, mais on voit qu'ils ont une reproduction plus importante. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, en France, les HLM sont donnés principalement à des Africains qui ont, à cause de leur situation équatoriale humide, un taux de reproduction plus élevé qui était fait pour lutter contre les pathogènes, et c'est eux qui se retrouvent avec tous les HLM parce qu'ils ont une vitesse de reproduction plus élevée, mais ils font des carences en vitamine D, compensées bien sûr par la nourriture, tout ce que tu veux. Donc, et les métis, ils vont s'adapter. Donc ça se passe toujours comme ça, hein, mais on ne va pas y mettre supériorité, infériorité, on explique simplement comment ça se passe, hein. Donc c'est les mêmes principes, c'est toujours les mêmes principes qui se passent sur Terre. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire. Alors, est-ce que j'ai...
voilà. Ah bah il me laisse encore un peu de calcul. Ah bah il m'a rajouté des calculs, le mec. Alors cette équation décrit la variation temporelle et la taille de population production moyenne, voilà, elle désigne. Bon, bah, je ne vais pas mettre tous les calculs, ça ne sert à rien. Vous irez voir sur le site. Donc, c'était pour vous expliquer que bon, j'avais raison. Déjà, Svante Pääbo était venu confirmer ce que je vous ai expliqué. Et maintenant, bah, on s'aperçoit que le modèle est complètement juste. Je voulais un peu arranger pour vous expliquer quand même qu'il y avait quelques petites variations, hein, particulièrement vitesse de reproduction plus importante bah, des sapiens. Hein. Donc, ils ne l'ont pas pris en compte parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne s'intéressent pas à la démographie dans les pays équatoriaux où il y a beaucoup de nourriture et beaucoup de pathogènes. Hein. C'est intéressant à voir, mais c'est les mêmes choses qui se sont passées. Donc voilà, petite vidéo du soir, espoir, pour vous expliquer comment nous sommes tous, nous les Eurasiens, un peu néandertaliens, et qu'il n'y a pas eu de disparition des néandertaliens, mais juste une absorption de petites quantités une absorption de petits groupes tribaux néandertaliens qui n'étaient pas très nombreux, hein, mais adaptés à des climats très rudes, par des sapiens qui étaient beaucoup plus fertiles et qui ont hérité des technologies néandertaliennes et de leur capacité de résistance au milieu froid et rude de l'Eurasie, tout en conservant cette vitesse de reproduction, cette démographie importante, hein, liée à la base au besoin de lutter contre les pathogènes du Sud, hein, par beaucoup d'enfants qu'on pouvait nourrir. Et c'est très intéressant hein, de voir comment tout cela fonctionne et que l'humanité est merveilleuse et que nous sommes tous quelque part métis. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous métisser, faites ce que vous voulez, mais le métissage rentre comme principe hein, pour pouvoir intégrer des gènes facilitant votre survie hein, ou pouvoir faire survivre des groupes dans des communautés quand ceux-ci sont un peu moribonds, bah, ils sont aspirés et ils échangent et seul ce qui fonctionne se conservera. Donc c'est toujours les gènes qui facilitent la survie et la reproduction des individus qui sont toujours sélectionnés et culturellement c'est la même chose. C'est ce qui culturellement favorise la croissance démographique et le maintien des populations qui est toujours conservé. Voilà. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.